Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous suivons ici, et j'espère que vous les suivez avec nous, ces Twitter Files, donc les dossiers révélés par Twitter comme promis par Elon Musk lorsqu'il a repris et récupéré Twitter. Nous avons suivi ensemble déjà les sujets majeurs abordés par ces grandes révélations, l'infiltration, ça c'était la dernière fois, du FBI notamment au sein de Twitter pour organiser, on va le dire gentiment, filtrer les informations qui peuvent passer ou ne pas être diffusées sur ce réseau social, avec quelques thématiques qui sont abordées, contrôlées plus que les autres par ces nouveaux organismes de vérité. Je le rappelle seulement rapidement, tout ce qui est de la communication anti-Trump pendant la campagne présidentielle, la communication on va dire anti-vax, comme on dirait aujourd'hui, avec même, on l'a suivi ça aussi, les plus grands scientifiques qui se sont retrouvés censurés ou invisibilisés, la mise en place d'une fausse campagne d'ingérence russe dans la campagne de Donald Trump en 2016. Voilà, donc des informations qui sont un peu à peu d'ailleurs reprises par les sénateurs républicains grâce à ces révélations Twitter. En commission d'enquête parlementaire, on en avait déjà parlé, qui soumettent donc les différents acteurs de ces montages à la question, notamment donc des membres de Twitter. Et ils ouvrent la voie à de nouvelles clarifications sur ces graves collusions politiques. Tout ça, donc, on l'avait déjà abordé. Mais la série des révélations des Twitter Files continue et la dernière livraison, je crois qu'on en est à la 19e, est probablement la plus importante à ce jour. C'est en tout cas ce que nous disent ceux qui suivent de très près le dossier, dont mes deux invités, Renaud Bochart et Florian Philippot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors Renaud Bochart, je le rappelle, vous êtes sur place à Washington en direct. Il est de plus en plus tard pour vous puisque avec le décalage horaire, les choses ne s'arrangent pas. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Il est quelle heure chez vous ? Il est presque 2 heures du matin. On est revenu à 6 heures de décalage. Oui. Donc, merci beaucoup à vous. Je rappelle, vous êtes avocat, professeur de droit associé à l'American University Washington College of Law, auteur de Christopher Lasch, Un populisme vertueux aux éditions Michelon et surtout auteur de ses chroniques égrégoriennes. C'est donc des Substack, des articles que vous pouvez retrouver comme une forme de blog. Et le dernier concerne évidemment ces dernières révélations intitulées ainsi « Quand les Twitter Files deviennent les Covid Files dans les coulisses du Manhattan Project du contrôle de l'information ». On va revenir là-dessus tous ensemble. Et puis nous sommes avec Florian Philippot. Merci beaucoup Florian Philippot d'être avec nous également ce matin. Merci à vous, bonjour. Alors vous n'avez pas le décalage horaire, mais vous avez quand même eu le changement d'heure. C'est quand même comme nous tous, donc se lever le matin est toujours un petit peu plus difficile. Je le rappelle, vous êtes président du mouvement Les Patriotes et vous aussi, vous avez publié une vidéo concernant ces dernières révélations sur votre compte Twitter et sur celui des Patriotes. Alors, il est question ici d'une grande révélation de communication qui ont été exhumées par le journaliste qui travaille sur ces révélations des Twitter Files, Matt Taibbi, qui jette, c'est ce que vous dites Renaud Bochart dans votre article, une lumière crue sur la façon dont un récit officiel a été imposé concernant le Covid au détriment de la vérité. Et voilà, on rentre en fait dans les coulisses du Virality Project. Alors j'aimerais bien, Renaud Bochart, si vous le voulez bien, que vous résumiez avant 8 heures, avant les informations, ce que c'est que ce Virality Project et ces nouvelles révélations. Puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Florian Philippot et vous, évidemment. Oui, alors le Virality Project, d'abord, il faut savoir que le centre de gravité en fait de ce projet, c'est l'université de Stanford. Et tout particulièrement, en fait, on a vu que c'est un système, c'est un mécanisme qui a pivoté de la question de la fraude dans les élections à la question de ce qu'on appelle le vaccine hesitancy, l'hésitation vis-à-vis des vaccins Covid. Et alors que les élections de la page des élections de 2020 étaient tournées, en fait, on voit que tout ce système, c'est une espèce d'ensemble d'une coalition en fait de centres de recherche universitaires, de think tanks, d'ONG, voire de contractants en fait du Pentagone, dont une société Graphica, qui tout d'un coup en fait la question prioritaire devient de ne pas alimenter en fait l'hésitation vis-à-vis des vaccins.
Donc, en fait, on crée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au centre de ce système du Virality Project, il y a la gestion d'un système de ce qu'ils appellent ticketing, ce qui se traduirait par contravention, qui en fait englobe. C'est-à-dire que cette espèce de complexe, en fait, avec en son centre l'université de Stanford, en fait, transmet des éléments de langage à toutes les grandes plateformes de l'Internet en disant attention, il y a des récits qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont par nature de la désinformation. Mais là où on rentre dans quelque chose de très très intéressant, c'est que le critère d'évaluation de la vérité, ça n'est plus tellement la vérité factuelle, c'est le caractère, c'est la conformité à un récit officiel. Et c'est ainsi qu'on rentre en même temps. D'ailleurs, c'est devenu maintenant un acronyme. D'ailleurs, il y avait il y a quelques jours, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Il y avait un sous-comité dans la commission CISA. CISA, c'est Cyber Security and Intelligence Security Agency. On voit deux fois d'ailleurs le mot security dans l'acronyme, qui est une espèce de commission en fait au sein du département de la sécurité intérieure, et au sein de la CISA, il y a un sous-comité qui s'appelle MDM. MDM pour Misinformation, Disinformation and Malinformation. Et c'est ça qui est très Désinformation, mésinformation, malinformation. On va continuer de se parler de ce grand complexe, en fait, on va l'appeler comme ça, de ministère de la vérité, avec vous, avec Florian Philippot, évidemment. Il est 8h pile sur Ligne Droite, c'est l'heure des informations avec Adal Rosner. Ligne droite. Des reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Alors nous commençons à ouvrir ce nouveau dossier révélé par les Twitter Files avec Renaud Beauchard, avocat professeur de droit, auteur de ces Substract, chroniques et grégorienne. Vous pouvez les retrouver sur Internet dans les coulisses du Manhattan Project du contrôle de l'information. Nous sommes également avec Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes, qui également a publié des vidéos sur le compte des Patriotes et sur le compte de Florian Philippot sur Twitter notamment, sur YouTube, concernant ces révélations. Alors, vous l'avez compris, dernière valise, on va dire, de révélation des Twitter Files, eh bien, par Matt Taibbi, donc le journaliste qui travaille sur ces questions, l'existence d'une forme de grand complexe, avec au centre, on l'a dit, l'université de Stanford, un complexe, une coalition. Donc, l'université de Stanford va distribuer des contraventions, des ticketing, avec tout simplement les informations qui peuvent être, qui vont être classifiées, désinformation, mésinformation, malinformation, et tout ça travaille dans une grande organisation avec des ONG, des agences fédérales. C'est pour ça que tout à l'heure on a utilisé le terme de ministère de vérité. C'est une forme de ministère de vérité qui dit ce qui peut être dit et ce qui ne peut ne pas l'être. Florian Philippot, vous aussi, vous avez considéré que c'était une information et une valise, on va dire, des révélations des Twitter Files qui était absolument gravissime. Oui, exactement. Je pense que c'est effectivement la 19e livraison de Twitter Files. C'est probablement la plus importante ou une des plus importantes parce qu'elle pose la question de la définition de la désinformation. Parce que vous savez, nous avons tous ces vérificateurs de faits, les fact-checkers, etc., qui nous disent nous, on est juste là pour rappeler les faits, le vrai, quand vous êtes dans une contre-vérité. Et en fait, on se rend compte, en lisant cela, chacun en avait l'intuition, que le critère n'est pas le vrai et le faux. Et là, c'est écrit explicitement dans ce projet Viralité, avec Stanford effectivement au centre. Le critère, c'est est-ce que c'est conforme au récit ou est-ce que ça n'est pas conforme au récit, au narratif. À tel point que c'est écrit en toutes lettres. Une vraie information doit être considérée comme une désinformation si elle a pour effet d'inciter, par exemple, à l'hésitation vaccinale sur le Covid. Des exemples sont donnés. Par exemple, faire savoir que des personnalités, des gens célèbres, sont décédés juste après une injection, un vaccin Covid, ce qui peut être une information parfaitement vraie, doit quand même être invisibilisé sur vos réseaux sociaux, explique le projet, Stanford, etc., parce que, de fait, elle va conduire les gens à hésiter.
sur le fait de se faire vacciner ou pas, on peut les comprendre. Bon, ou elle donne un autre exemple, il y a eu une école même aux États-Unis qui a dû être fermée parce que des enfants après vaccination tombaient malades, etc. C'était une information vraie, pas une fausse info, mais il fallait quand même l'invisibiliser, la censurer parce qu'elle allait créer de l'hésitation. À tel point qu'ils sont définis même des critères de plus en plus stricts. Par exemple, il fallait repérer les comptes qui ne faisaient que poser des questions sur le vaccin. Et le fait de poser des questions, uniquement poser des questions, était considéré comme forcément louche et la porte d'entrée vers l'hésitation vaccinale. De la même manière, un grand rassemblement mondial qui avait été organisé sur Telegram pour la liberté devait être invisibilisé parce que un rassemblement pour la liberté en soi, c'était déjà un problème. Vous voyez, donc on va très loin. On est vraiment dans Orwell. Moi, j'ai noté une phrase que je demande à chacun de bien l'écouter parce que elle est incroyable. Même Orwell ne l'a pas écrite. Je cite, parce qu'on ne peut pas faire confiance au public pour porter des jugements par lui-même, il doit être protégé des vérités qui pourraient saper sa foi en l'autorité. Le public doit être protégé des vérités qui pourraient saper sa foi en l'autorité. Je ne connais pas meilleure définition du totalitarisme. Ça, Florian Philippot, rappelez-nous la source de ce que vous venez de lire. C'est ça, c'est dans la dernière livraison des Twitter Files, livraison numéro 19. C'est les 46 ou 47 tweets de Matt Taibbi, le journaliste indépendant qui Taibbi, pardon, peut-être que j'écorche son nom, sous supervision de Musk, livre au public ces informations régulièrement. Oui, alors Renaud Bochart. Oui, alors j'ai traduit la totalité du fil Twitter de la livraison 19 en fait. Effectivement, on trouve des choses. Florian Philippot des exemples que Florian Philippot a donnés sont très très bons. J'en ajouterai un qui me concerne personnellement. Je me rappelle en avril 2021. J'avais retweeté un lien vers un article du New York Times qui disait que la New York Bar Association, l'association du barreau de New York, recommandait l'adoption la ville de New York recommandait l'adoption de passeports vaccinaux. C'était une information tout à fait véridique, mais le lien a été invalidé au motif que c'était en fait ça introduisait en fait les caractères problématiques en termes de droits et libertés des régimes de passeports vaccinaux avant même qu'ils ne soient mis en place. Donc en fait on voit que très très vite en fait on est passé des informations qui sont, par exemple, du deepfake, etc., des mensonges avérés, en fait, à la censure de vérités inconvénientes, de vérités peu commodes à entendre. Et que la citation que Florian Philippot a fait était tout à fait intéressante. Il y en a une autre aussi dans le même genre qui dit qu'en fait le public n'est pas prêt à supporter le poids de la vérité. C'est véritablement, enfin, on est dans quelque chose de complètement orwellien, comme le disait Florian Philippot. On voit aussi, ça c'était extraordinaire, parce que là on est vraiment dans une ironie autoréférentielle. À un moment, en fait, il y a eu une recherche par mots-clés, les recherches par mots-clés avec le mot surveillance state, qui se traduit par état policier, étaient invalidées au motif que ce serait une théorie du complot qui alimente en fait une hésitation vaccinale. Donc en fait, exactement ce qu'ils étaient en train de faire, ils le censuraient. Alors, et à préciser, parce que vous parlez de recherche, justement, donc on se dit tweet. Alors, en fait, pour que tout le monde comprenne bien, avec cette université de Stanford qui va décider de ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui peut être dit, de ce qui ne peut pas être dit. Il y a Twitter, mais on comprend qu'il y en a beaucoup d'autres, des plateformes, on va dire, de fonctionnement Internet et de réseaux sociaux, dont Google. C'est pour ça que vous parlez de barre de recherche. Facebook, Instagram, dont TikTok. Ouais. Tout est Pinterest, compris. Facebook, YouTube, Instagram, Medium. Donc, en fait, quand vous faites une recherche, cette recherche sur Google, notamment, ce que font une grande majorité des gens, elle-même va être orientée. Voilà, sachez-le. Enfin, en fait, non, ce qui se passe,
Oui. Ce qui se passe, c'est que toutes ces plateformes se connectent en fait à ce système de contravention unifié. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'université de Stanford qui dit voilà, qui en fait a une espèce de bulletin en fait sur lequel ces plateformes se connectent et lorsqu'elles sont en train en fait de contrôler en fait les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux, elles se réfèrent à cette plateforme en disant la plateforme a dit que tel ou tel récit est susceptible en fait d'entraîner de la désinformation, de la mésinformation ou de la malinformation susceptible d'entraîner de l'hésitation vaccinale. Et par conséquent, les employés de Twitter et de toutes ces plateformes censurent ces contenus en se référant au travail du Virality Project. D'accord. Et Florian Philippot, je me retourne vers vous. Oui, donc c'est quand même un système de contravention, c'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ils doivent payer. C'est ça, comme une amende. On est d'accord. Non, pas trop. En fait, c'est plutôt dans ça, le système de contravention, c'est plutôt un système de contravention qui dit, en fait, voilà les utilisateurs en fait de ces plateformes de réseaux sociaux doivent être sanctionnés par des censures, par du shadow banning. Par de l'invisibilisation, la nomenclature de sanctions, par l'invisibilisation. D'accord. Florian Philippot, donc on comprend tout de même que ça a été mis en place, on est d'accord, ça a déjà fonctionné, c'est pas seulement une théorie. Ah ben non, mais ça a totalement fonctionné, c'est toute l'histoire du Covid. Vous avez les bulletins d'information diffusés tous les jours par le ministère de la Vérité, ultra centralisés, qui vont effectivement être envoyés à toutes les grandes plateformes, les plus connus, mais ils sont même allés cibler les moins connus. Ils sont allés voir Getter, ils sont allés voir Parler, enfin vous savez, toutes les plateformes. Ils ont vraiment essayé de ne laisser aucune improvisation. Et par exemple, deux choses qui devaient être considérées comme la désinformation, c'était de dire que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Oui. Parce qu'on sait aujourd'hui être un fait avéré, mais les gens qui étaient un petit peu renseignés sur la chose le savaient depuis bien longtemps. Et deux, il fallait aussi considérer comme de la désinformation le fait de dire qu'un jour, les gouvernements allaient mettre en place des passeports sanitaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est amusant, parce que ça vous explique pourquoi sur les plateaux télé, quand vous êtes sur les plateaux fin 2020, début 2021, au moment où il n'y a pas encore de passe sanitaire en France, et que vous dites ça, parce que ça commence à sortir ici et là, vous dites il risque d'y avoir un passeport sanitaire en France, passeport vaccinal, à la télévision, et moi j'en ai été personnellement victime, on vous dit c'est de la désinformation. Oui. Et vous dites, mais pourquoi il y a un réflexe pavlovien de vous dire à ce moment-là, c'est de la désinformation? Pourquoi ils ne lisent pas les mêmes articles que vous? Ils ne s'informent pas de la même manière que vous? Bien, en fait, on peut imaginer qu'ils ont eux aussi, directement ou indirectement, reçu les mêmes bulletins d'information, vaguement traduits en français, on imagine, entre-temps, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc on est vraiment dans une redéfinition de la vérité totalement orwellienne, avec derrière des intérêts idéologiques, des intérêts financiers sonnants et trébuchants, bien compris, et une vision du monde dans laquelle effectivement les masses, les peuples sont considérés comme manipulables à souhait, et devant être manipulés, ignorantes, devant être protégées de la vérité et surtout devant être parfaitement obéissantes. Vous voyez, il y a un intérêt financier évident derrière ça. Vous avez des labos qui ont fait des bénéfices absolument considérables. Il y a des gens probablement qui ont bénéficié de pots de vin. Enfin, quand il y a des centaines de milliards de dollars qui circulent, vous imaginez bien que tout ça, par définition, ne peut pas être totalement propre. Mais je dirais que ça, c'est un aspect du problème déjà très choquant. Mais le deuxième aspect, c'est beaucoup plus idéologique. C'est remodeler complètement notre rapport à la vérité, à l'information et à notre manière finalement de faire société avec en haut des gens qui nous disent ce qu'on doit penser, y compris quand c'est faux, y compris et surtout même quand c'est faux. Mais je voudrais qu'on essaie justement de fouiller ce que vous êtes en train de nous dire, Florian Philippot, c'est-à-dire ces intérêts financiers, idéologiques. Qui est derrière? On parle là de l'université de Stanford. La dernière fois, on avait cette révélation ensemble avec la dernière valise, on va dire, des Twitter Files, notamment que le FBI était investi, mais il y en avait d'autres, des services de renseignement. Là, on parlait du FBI au sein même, qui avait son service au sein même des services de la plateforme Twitter. Qui est derrière Stanford, puisqu'on comprend que Stanford est au milieu de ces informations distribuées à gauche, à droite, de ce grand complexe de réinformation, de désinformation, on va dire, de ministère de la vérité. Vous avez une définition parfaite ici de ce qu'on peut appeler l'état profond. Quand on se demande ce qu'est l'état profond, c'est cette imbrication
entre des services gouvernementaux, des ONG. Par exemple, dans le Covid, vous avez beaucoup EcoHealth Science qui est intervenu à la base pour la fabrication des virus, la mutation, etc. Tous les trucs qui sont en train de sortir, toutes les choses qui sont en train de sortir. Pas aussi, par exemple, dans ces Twitter Files, on n'en a pas parlé, mais il est expliqué dans la livraison numéro 19 que la référence absolue de la vérité avec un V majuscule, c'est Anthony Fauci. Elle s'est expliquée plusieurs fois. Donc, vous voyez, et on a lié à cela des universités qui font référence comme Stanford, qui lance toujours les grandes modes idéologiques aux États-Unis. Et on a cette définition, finalement, et puis des grandes firmes, comme des grands labos, des grandes firmes financières, etc. On a la définition de l'État profond, c'est-à-dire le pouvoir réel. Cette phrase, moi, en préparant votre émission, je suis tombé sur cette phrase qu'a prononcée avant-hier Trump. Soit l'Amérique détruit l'État profond, soit c'est l'État profond qui détruit l'Amérique. Voilà. Alors maintenant, on se dit, est-ce que c'est que américain? Bien sûr que non. Quand c'est américain, il y a de fortes chances que ce soit mondial d'abord, parce que nous sommes dans un système avec quand même une hyperpuissance américaine, en particulier alors, sur au les moins réseaux occidental, sociaux. ouais. Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux américains sont quand même globaux. Et deuxièmement, ça nous empêche pas quand même d'exiger de savoir, parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup, si on n'a pas une espèce d'équivalence en France, peut-être pas aussi perfectionnée, mais en tout cas avec des réseaux d'information, de transmission de bulletins de la vérité. Est-ce que Monsieur Véran, est-ce que des journalistes français, des universités françaises, etc., des agences gouvernementales françaises, voire les institutions européennes, etc., n'ont pas un peu dupliqué ce système ici? Moi, j'ai la forte intuition que oui, et je pense que celui qui peut nous apporter la clé, c'est Elon Musk, puisqu'il a accès comme patron aujourd'hui à tout. Et ça serait bien, mais cette information, ça serait vraiment bien. Oui, en fait, on peut imaginer, enfin moi c'est ce que je pense, et je vais me tourner ensuite vers Renaud Bochart, que la France ne soit qu'une succursale de ce grand complexe qui garderait un centre névralgique américain, puisque ce sont eux qui diffusent l'information sur leur plateforme. Oui, succursale, mais je pense qu'on a créé notre propre écosystème aussi de désinformation et de censure, et donc ça serait bien quand même d'avoir un peu plus d'informations, de précision sur tout cela. Oui, et comme la dernière fois quand vous avez reçu d'ailleurs Florian Philippot, vous lancez un appel à Elon Musk pour qu'il ouvre les dossiers français. Oui, exactement. Et je sais que dans d'autres pays, en Allemagne, etc., il y a les mêmes appels, ce qui est très légitime, parce qu'on sent bien que Véran, par exemple, parce que c'était la figure iconique chez nous du covidisme, n'avait pas du tout une parole libre, ça paraît assez évident. Et on aimerait bien savoir exactement quels étaient les schémas de transmission de l'information, enfin plus exactement, on devrait dire aujourd'hui de la désinformation et de la vraie désinformation. Et comment ça a fonctionné en France. Alors, je me tourne vers Renaud Bochart. Donc, il y a les deux questions. Les dossiers, ces révélations, comment cela fonctionne en France? Et la première que je posais, qui est derrière? Là, on dit que c'est l'université de Stanford qui finalement centralise l'ensemble de ce complexe de la vérité, on va l'appeler comme ça. Qui est derrière? Qui a décidé de monter ce complexe de l'université de Stanford? Mais là, en fait, vous avez des indications assez précises si on regarde en détail quels sont les partenaires en fait de Stanford dans le Virality Project. Et on y retrouve le contractant du département de la Défense, donc du Pentagone, Graphica, qui est une société d'ailleurs dont on retrouve au board de Graphica des anciens de la communauté du renseignement. On retrouve le Center for an Informed Public, qui reçoit ses financements de la National Science Foundation, donc c'est une agence fédérale. On retrouve le DFR Lab, Disinformation Forum Research Lab, qui est financé par le Global Engagement Center, qui est une agence logée au sein du département d'État. Et on retrouve le NYU Center for Social Media and Politics, ou CSMAP, qui lui aussi reçoit des financements publics. Donc, on voit très très bien que les instructions viennent des agences fédérales. Et Stanford, et là, en fait, on ne sait pas très bien qui finance en fait les centres
les différents centres de recherche créés par Stanford, que ce soit le Virality Project, qui est un projet indépendant en fait créé par l'université de Stanford, ou son prédécesseur, le Center for Election Integrity, qui était aussi à Stanford et qui a été en fait la matrice du Virality Project. Et d'ailleurs, on se demande si là, on ne va pas de nouveau, puisqu'on s'approche de nouvelles échéances électorales, rebasculer dans une priorité de gestion des informations, mésinformation, malinformation, centrée sur l'intégrité des processus électoraux. C'est donc, en fait, on voit très très bien que c'est tout ce système qui est un système en fait qui permet en fait de faire abonder de l'argent public vers un grand nombre de think tanks et d'ONG comme celle que je viens de citer. On voit très bien que c'est un système très très flexible qui peut être utilisé en fonction des priorités du moment. Et on appelle ça, d'ailleurs, c'est une expression qui a été reprise par Elon Musk, on appelle ça le current thing. Donc c'est la frayeur, la peur du moment. Et après l'élection de Biden, le sujet prioritaire est devenu l'hésitation vaccinale. Mais avant, c'était bien l'élection, évidemment, de Biden contre Trump et les questionnements autour du système électoral. Oui, et puis on a vu en même temps un certain nombre de signes qui montrent que la question de l'opposition à la guerre en Ukraine est aussi traitée comme un sujet de priorité qui peut en fait faire l'objet d'une application de ce système de ticketing Jira. Alors, une question, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde, et je voudrais vous poser une question à chacun. Finalement, vous avez donné, je crois que c'était vous, Florian Philippot, qui avez cité Donald Trump tout à l'heure, qui a dit c'est soit l'État profond qui détruit l'Amérique, soit l'Amérique qui détruit l'État profond. Enfin, c'est à peu près ça ce que vous disiez. Est-ce que vous pensez que ces révélations peuvent chambouler ce système ou pas, parce qu'on comprend tout de même que les tentacules sont assez énormes. On voit bien la mainmise des médias et d'autres plateformes aujourd'hui encore plus forts que sont les barres de recherche Google et autres. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer une grande révélation ou au contraire une grande fermeture sur ces quelques vérités qu'on peut entreapercevoir grâce au Twitter Files? D'abord Florian Philippot, puis Renaud Bochart. Bien, écoutez, moi je pense que c'est très important que le public soit informé de la manière dont ça fonctionne, et je pense qu'à partir du moment où il sait comment ça fonctionne, il est beaucoup plus avisé et il peut beaucoup plus difficilement tomber dans le panneau pour les prochains grands narratifs. On est en ce moment même dans un grand narratif qui s'appelle l'Ukraine. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'on a, votre intervenant le disait juste avant moi très bien, effectivement, et on voit bien qu'ils ont recyclé les mêmes techniques sur l'affaire ukrainienne. Et donc, la question, c'est que maintenant, ce qui était au stade de l'intuition, on voyait bien que ça clochait, on voyait bien que les désinformateurs étaient vraiment manipulés ou tentaient eux-mêmes de manipuler. Là, maintenant, on sait comment ça fonctionne, on a les rouages, voilà, on sait qu'on n'est pas fou, on sait qu'il y avait des choses qui étaient définies clairement. Donc, le fait de savoir, je pense, pour le coup, vous vaccine au bon sens du terme. Vous êtes vacciné et vous ne tombez plus dans le panneau. Et donc, en soi, c'est déjà une victoire. Et ça explique pourquoi, et c'est la deuxième partie de ma réponse, pourquoi ce qu'on est en train de dire avec vous, de disséquer avec vous ce matin, on ne le fait pas aux 20h de TF1 ou dans le journal Le Monde ou sur BFM TV. On ne le fait pas parce qu'il faut surtout que le public soit quand même le moins informé possible de tout ça. Alors, or, ce sont des faits. Or, ce qu'on dit là devrait quand même être traité par la presse. Mais on voit que ni la presse américaine quasiment, et encore moins la presse française et la presse occidentale en général, ne traite ces Twitter Files depuis le début. C'est normal, parce qu'en fait, on dissèque leur système. Voilà. Donc, c'est à nous de faire circuler un maximum l'information par nos moyens, parce que je pense qu'une fois qu'on sait, on ne tombe plus dans le panneau. Merci Florian Philippot. Renaud Bochart, à votre avis, et en plus c'est vrai que vous avez les élections qui vont suivre aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ces révélations peuvent continuer d'être ouvertes, ou au contraire on risque d'arriver dans un moment où il va y avoir un vrai combat entre révélations et les personnes qui tentent de garder ces informations bien cachées?
Oh, nous sommes dans un vrai combat et d'ailleurs, je voulais quand même signaler petite lueur d'espoir. En fait, la CISA vient de publier en fait un organigramme remodelé de sa composition et on ne trouve plus au sein de cet organigramme la mention de la sous-commission MDM, Misinformation, Disinformation and Malinformation. Et ce qui est intéressant, c'est que TB, justement, en voyant ça, a interrogé la CISA en leur disant mais où elle est passée ils lui ont répondu que vous avez pris une décision, donc avant même la publication des premières livraisons des Twitter files le 6 décembre, en disant que bon, leur travail avait été accompli. Par conséquent, la sous-commission était éloignée du projet. Parce que mission accomplished. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais ça montre qu'ils ont peur tout de même. Il y a une fuite. Ouais. Ils sont quand même embarrassés par ces questions ces questions des Twitter files et alors là-dessus je voudrais en même temps recommander de regarder, et j'en ai traité d'ailleurs dans mes chroniques, regarder les auditions à la Chambre des représentants, on a parlé dans le cadre de la commission sur la weaponization du gouvernement fédéral, de Matt Taibbi et de Michael Shellenberger. On avait parlé, attention, des auditions des employés de Twitter. C'est vrai. Mais les auditions de Taibbi et Shellenberger sont très très intéressantes, parce que là, les démocrates se sont montrés extrêmement agressifs envers. Ils ont cherché à connaître les sources, ils ont cherché... et en effet, c'est très intéressant. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça aujourd'hui, mais on continue de suivre ces dossiers très importants. Et grâce à vous, Renaud Bochart, grâce à vous, Florian Philippot, qui suivez de près tout cela. Merci encore. Je rappelle, Renaud Bochart, que vous êtes avocat, professeur de droit associé à l'American University Washington College of Law, et surtout que vous êtes auteur de ces chroniques égrégoriennes. Je vous invite à les suivre, chers auditeurs. C'était un Substack, et là, entre autres, il y a la traduction de l'ensemble de ces révélations du dernier volet de révélation des Twitter Files. Merci à vous, Florian Philippot. Pareil, toutes vos analyses sont à retrouver sur Les Patriotes. Vous êtes président du mouvement des Patriotes. Merci encore, vous deux.